Vous avez rappelé à l'instant le rôle des États-Unis dans le déclenchement de la guerre en Ukraine, en 2014, j'entends, et pas en 2022. Vous aviez plus précisément expliqué lors de votre premier passage sur TV Liberté que cette guerre avait des intérêts économiques, et tout particulièrement des intérêts économiques américains. Est-ce que vous pouvez expliquer cela? Est-ce que c'est une crainte de perdre leur leadership, allais-je dire en anglais? Oui, pour moi c'est une crainte de perte de leur hégémonie sur la scène internationale, à la fois politique et à la fois économique. On a souvent parlé du coup la guerre du Vietnam, qui était à mon avis à l'origine de la perte de cette suprématie américaine. En 1945, les États-Unis représentaient 45% de la production mondiale, ce n'est plus que 17% aujourd'hui. Les États-Unis ont une dette de 35 000 milliards de dollars qu'il faut refinancer. Les pays étrangers refinancent de moins en moins le déficit américain, la dette américaine. Récemment, la Chine a décidé de rembourser 56 milliards de dollars d'obligations américaines. Donc, le facteur de la dette revient au peuple américain lui-même, qui supporte 80% de la dette dans un environnement de taux d'intérêt, donc de charges d'intérêt de plus en plus importants. C'est très important pour les États-Unis d'étouffer l'Europe. Je pense que c'est une grave erreur parce que l'Europe est le principal partenaire des Américains. Donc ce n'est pas en étouffant et en limitant son allié qu'on va grandir soi-même, ni qu'on va s'assurer d'avoir un partenaire solide. On fait exactement l'inverse. Ils font exactement l'inverse. Ensuite, la croissance américaine est portée par la hausse des matières premières, est portée par la hausse du pétrole. C'est le premier producteur de pétrole au monde, vous le savez. C'est un des premiers producteurs de céréales au monde, et les Américains exportent leur gaz naturel liquéfié en Europe, tout en ayant décidé récemment qu'ils mettaient un moratoire sur la capacité d'exportation de leur gaz en Europe. Donc l'Europe est prise dans une sorte de tenaille qui permettra, je dirais, aux États-Unis de faire leur marché sur les entreprises européennes, et donc au détriment de l'Europe, au détriment de la France, au détriment de sa souveraineté et au détriment de sa santé économique. L'Union européenne donc achète du matériel américain. On parlait de l'extension de l'OTAN à l'Est. Vous savez que les engagements de l'OTAN font que vous devez dépenser 2% du produit intérieur brut en dépenses d'armement. Eh bien, 78% des dépenses des pays européens en armement se font à l'étranger. Et les dépenses européennes en armement sont engagées à hauteur d'un peu moins de 60% en matériel américain. Donc forcément, ça sert les intérêts des États-Unis, ça sert aussi à refinancer leur dette, puisque dès qu'il y a un conflit, vous avez toujours un effet, je dirais, refuge du dollar. Les gens, les partenaires économiques, les partenaires financiers, les pays ont tendance à se réfugier derrière le dollar comme étant un actif solide. En fait, c'est exactement l'inverse qui se passe, puisqu'on va vers une mise sous tutelle. Vous savez que le dollar est devenu une monnaie de sanction. Le dollar est devenu une monnaie punitive. Si vous n'êtes pas dans la logique d'alignement de bloc qui est voulu par les Américains, vous êtes aussi automatiquement hostile, non aligné, et vous êtes puni. Je pense que c'est très grave ce qui est en train de se passer. On a parlé de la saisie des avoirs des banques, de la Banque centrale de Russie dans les autres pays. Ça veut dire que n'importe quel pays souverain peut voir ses actifs saisis si vous n'êtes pas dans le cadre de la politique, du bon ton ou dans la logique. Ça veut dire que le système financier n'est plus crédible, totalement déséquilibré. Et les Américains ont fait en sorte que ce soit les Européens qui prennent cette décision. C'est-à-dire que les Européens sont en train de couler la crédibilité de leur propre système et de l'euro. Vous n'aurez plus, à terme, un pays européen, un pays étranger, je dirais, aussi bien saoudien que chinois, que russe ou autre, ou même sud-américain, ou même africain, qui va être 100% conforté, sécurisé, se sentir sécurisé, à investir et à mettre ses avoirs dans des pays européens ou dans des pays américains. C'est donc le propre système financier actuel qui se trouve en danger. Comment vous expliquez que les États-Unis plaident pour leurs intérêts? Ça semble assez normal. Comment vous expliquez que l'Union européenne
et encore plus particulièrement notre pays, la France, s'aligne derrière ses intérêts américains, au mépris des siens? Je pense que malheureusement c'est la conséquence d'une Europe fédéraliste qui est dirigée par une technocratie dont les buts politiques ne sont plus les buts véritablement de l'Europe, en tout cas d'une Europe souveraine, d'une Europe indépendante, d'une Europe harmonieuse. Mon grand-père a très souvent défendu l'idée d'un concert des nations. Chaque nation serait forte, autonome, souveraine, et liée par des accords évidemment économiques, diplomatiques, financiers, qui feraient qu'on puisse véritablement faire l'Europe à travers une construction économique, une construction sociale. La grosse erreur a été de vouloir, d'abord Séguin en parlait quand il était ministre, de vouloir faire une Europe sociale et une Europe économique avant une Europe politique. C'était mettre la charrue avant les bœufs. On voit que le système ne fonctionne pas, que le système se perd en conjecture, qu'on est devenu une technocratie à 27, incapable de prendre des décisions, avec... pour combler un vide, des ardeurs belliqueuses et surtout, je pense pour les citoyens, je pense pour les citoyens européens comme pour les citoyens français, une perte de souveraineté, une perte d'indépendance considérable, puisqu'on va maintenant, pour combler ce vide, non seulement on veut faire la guerre, mais on veut surtout contrôler l'information, contrôler la capacité des individus à se faire une opinion, à être informés, donc à se faire une opinion objective sur les choses, puisque vous savez que la Commission européenne a mis en place un Digital Service Act, donc une sorte de ministère de la vérité, et tout ce qui sera contraire aux valeurs européennes sera sanctionné à travers les réseaux sociaux. Par valeur européenne, comprendre valeur de la Commission européenne. Hein. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va... je crois que le champ de la directive est assez large. Il y a eu cette loi du 22 octobre 2023 qui a été votée au Parlement européen qui élargit considérablement les prérogatives de la Commission européenne. Donc la vie des Français, l'information des Français, leur liberté d'expression, leur liberté de penser, leur liberté d'agir va être de plus en plus contrôlée. Et je pense que le jeu va se durcir de plus en plus pour combler justement ce vide politique. Et le jeu va se durcir aussi puisque l'Europe n'arrive pas à se réinventer dans sa construction actuelle. Elle est pour moi vide de sens. On parle de défense européenne, on parle d'armée européenne. Si vous relisez De Gaulle, mon père, mon grand-père expliquait à l'amiral de Gaulle en disant « Mais tu imagines ce paysan avec son champ se battre pour une patrie virtuelle ». C'est exactement ce qui se passe. Donc c'est de trouver une justification, je dirais plus ou moins philosophique, de nécessité. Mais le fait est que le système est totalement inefficace. L'euro ne joue plus véritablement un rôle de monnaie alternative par rapport au dollar. Et de toute façon, l'Europe est extrêmement endettée, donc elle n'est pas libre. Et je pense qu'on arrive au bout du système. Je crois qu'il est nécessaire... Vous pouvez expliquer, pardonnez-moi, mais est-ce qu'on peut s'arrêter simplement? Vous dites l'Europe est considérablement endettée, donc elle n'est pas libre. Est-ce que vous pouvez expliquer ce mécanisme de vassalisation par la dette? Bien sûr. Si on parle de l'exemple de la France, la dette de la France est 3100 milliards d'euros. C'est 115% de son produit intérieur brut. La dette hors bilan est bien plus élevée. On parle de plus de 8000 milliards au total. Donc la France est dépendante des marchés financiers. Ça veut dire qu'elle est dépendante des intérêts anglo-saxons et que un jour, il faudra bien rétablir la souveraineté stratégique, industrielle, financière, politique de la France, c'est-à-dire se désendetter, redonner à la France les moyens d'agir, de sa capacité, donc rembourser la dette. Si elle ne le fait pas, elle sera automatiquement, si elle n'est plus alignée, automatiquement attaquée par les marchés financiers qui feront monter les intérêts de la dette, ce qui fait que la France sera coincée. Elle n'aura plus absolument aucune marge de manœuvre. Et d'ailleurs, je pense que pour les Français, il est très important de souligner le jeu qui est en train de se produire. Le pouvoir en place en France, comme la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sait très bien qu'elle n'arrive pas à se refinancer ni à agir et que le système est complètement grippé. Donc ils sont en train d'imaginer un système pour prendre l'épargne des Européens. Comme Gabriel Attal en a parlé, ils sont en train de réfléchir à un système pour ponctionner une partie de l'épargne des Français
Alors ça peut se faire de façon, je dirais, indolore, c'est-à-dire que par décret, par décision politique, vous obligez les Français qui ont des portefeuilles d'assurance vie, qui ont des portefeuilles de valeurs mobilières, à souscrire à une obligation d'État, comme elle peut le faire, mais cette obligation d'État sera utilisée pour refinancer eh bien, les erreurs de tous les gouvernements passés, du gouvernement actuel, et pour refinancer la dette. Ça sera indolore, mais je peux vous dire qu'ils regardent de très très près comment utiliser les 6 000 milliards d'euros de l'épargne des Français. C'est la première en Europe. Et le mécanisme est en train d'être étudié de façon très précise. C'est un aveu de faiblesse. Je souhaite qu'on dise vraiment la vérité aux Français. C'est dans la logique des choses. C'est dans la logique des choses. Puis la prédation sur l'épargne. Exactement. C'est ce qui est en train de se passer. Donc contrôle de l'information, prédation de l'épargne. Pour combler, je dirais, un vide politique, une sorte de fuite en avant où on ne prend pas le taureau par les cornes. Il n'y a aucune, si vous voulez, budgétisation, aucun contrôle, je dirais, des finances publiques. Je pense que les responsables locaux, les préfets, les élus locaux, chacun à leur niveau, devraient rendre des comptes aux Français de leurs actions, devraient être responsables des décisions qu'ils prennent, être comptables de leurs décisions en termes d'emploi, en termes de cohésion sociale, en termes de sécurité. Je pense que la sécurité est aussi un thème cher aux Français, à juste titre, parce qu'on est dans une situation en France dramatique. Et je trouve lamentable que le président français prépare, je dirais, les conséquences d'attentats éventuels, parce qu'il est incapable d'assurer la sécurité dans son propre territoire, dans le quotidien des Français, dans chaque village, dans les villes, en disant, ben voilà, il y aura un attentat, c'est la faute des Russes. C'est d'une inconséquence, à mon avis, grave. C'est un pays qui se permet de critiquer les autres alors qu'il est incapable d'assurer la sécurité sur son propre territoire. Je crois que vous vouliez parler de la Nouvelle-Calédonie, mais c'est encore un exemple. On va en parler un petit peu plus tard. Je voudrais revenir sur cette question des BRICS que nous n'avons pas encore explorée. On va peut-être commencer tout simplement en vous entendant lorsque vous étiez au forum de Saint-Pétersbourg, un forum auquel participait également Vladimir Poutine. Monsieur le Président, je suis honoré de m'adresser à vous, particulièrement dans votre ville natale, qui est la capitale culturelle de la Russie. Dans le conflit de civilisation auquel le monde fait face, il convient de se concentrer sur la culture, la science et le progrès. Voilà ce qui réunira les peuples au-delà des intérêts de la politique. Ainsi que le disait Charles de Gaulle, la véritable école de commandement, c'est la culture générale. Au fond des victoires d'Alexandre, on trouve toujours Aristote. Ainsi, la conscience d'appartenir à une histoire et une culture partagée, mais aussi le respect de la religion de l'autre, permettra de rassembler les nations au sein du nouveau monde multipolaire. Cela permettra d'assurer le développement de leur population dans la paix et la prospérité. Afin de mettre en place une dynamique efficace et constructive pour nous réunir autour de ces valeurs au sein du monde multipolaire, je voudrais, Monsieur le Président, vous suggérer de donner aux BRICS une représentation diplomatique véritable au sein d'une structure supranationale clairement reconnue et largement représentée. Chaque pays pourra ainsi y participer, y compris au sein de chaque pays de l'Union européenne. Chaque ambassadeur pourra défendre les politiques et les valeurs du monde multipolaire et créer les conditions de l'éveil et de la résistance des populations face à la décadence de la civilisation. Personnellement, je souhaiterais que la France et la francophonie rejoignent les BRICS dans leur extension et contribuent à leur prospérité. Alors, toute petite parenthèse avant de parler des BRICS, vous parlez dans votre discours, dans votre prise de parole, de décadence qui frapperait nos pays. À quoi faites-vous référence? À l'Eurovision?
Alors, vous, effectivement, vous en parlez. Si c'est ça, la culture européenne, moi, je n'en veux pas. Je n'en veux pas pour mes enfants. Je n'en veux pas pour tout ce que notre pays, la France, comporte comme richesse, comme culture. Mais donc, vous répondrez que la richesse, c'est ça, c'est la diversité. Oui, sinon, vous allez être d'accord avec Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui a dit « Il est devenu impossible de trouver des personnes normales à ces événements ». Il faisait référence à l'Eurovision, considérant que ces candidats sont devenus, je cite, « des chevaux de Troie de la corruption sociale ». Vous iriez jusque-là aussi, Pierre de Gaulle? Je ne sais pas quel est le budget de l'Eurovision. Je pense que c'est considérable. Chaque pays, chaque société de production audiovisuelle dépense une fortune pour nous donner ce genre de spectacle. Si ce sont là ceux qui font la promotion de la culture occidentale européenne, je trouve ça bien triste. Qu'on nous donne un autre spectacle, il y a beaucoup de richesses. Oui, pour moi, ce spectacle, c'est de la décadence. C'est de la décadence. D'abord, c'est moche, c'est vulgaire. Je pense que c'est une sorte de déballage, de short de show. Enfin, pour moi, je trouve ça lamentable de servir ça vous sur les télévisions. Surtout, j'ai pas envie que mes enfants regardent ça. J'ai pas envie que mes enfants regardent ça. Et quand vous voyez les sommes en jeu, je pense que l'Europe mérite mieux, que chaque pays qui participe mérite mieux. J'étais content de voir la chanteuse israélienne parce qu'au moins, écoutez, elle était jolie, elle chantait bien, elle était bien représentée et je trouve ça digne. Un peu de dignité lorsqu'on fait ce genre de spectacle. Et Israël a sa place dans un concours européen? Je pense que c'est devenu un concours mondial. Je crois que l'Eurovision est devenue extrêmement politique. C'est quelque chose qui est un peu dommage. Ça doit rester une plateforme, je dirais, d'union des cultures, de tout ce qui est de beau dans l'identité d'un pays, dans ses valeurs, dans ses chants, dans son expression, et que ça doit rassembler les gens plutôt que de les séparer. Je ne suis pas sûr que le spectacle auquel on a eu lieu droit, en fait, rassemble véritablement les gens. Pourtant, vous vivez en Suisse, c'est votre pays qui a gagné. Oui, alors je ne suis pas suisse. Je vous rappelle que je n'ai qu'un seul passeport, c'est un passeport français. C'est pas du tout la même chose. Après, je me demande qui a pu sélectionner les candidats de chaque pays, selon quels critères. Après, écoutez, grand bien lui fasse, grand bien à la Suisse si elle a gagné. Personnellement, je n'aurais pas choisi ce candidat. Passons aux BRICS, un sujet sans doute plus important. Vous avez donc demandé à Vladimir Poutine si la France pouvait, à terme, participer à cette grande réunion de pays que l'on appelait naguère émergents. Quelle réponse vous a donné le président russe? Alors, il m'a dit que c'était à la France de faire cette demande, de rejoindre les BRICS, et que, d'autant que la Russie devenait présidente des BRICS à partir du 1er janvier, si la France devait déposer sa candidature, il l'étudierait avec attention. Je pense que ça serait une opportunité pour notre pays de rejoindre cet espace de développement, l'espace eurasiatique, parce que c'est considérable en termes de projets, en termes de population, en termes de dynamisme économique. Que ça serait une alternative à la fois financière et diplomatique, donc à un bloc américain, à l'Europe. Je pense que la France, avec son savoir-faire, sa richesse, son industrie, son innovation, sa technologie, il y a tout à fait sa place et je pense que ça serait une opportunité pour notre pays. Comme les projets de la route de la soie, conduite par la Chine, le monde bouge. Il y a des nouveaux centres, je dirais, économiques qui sont en train de se développer considérablement. Encore une fois, la diplomatie française perd depuis des années de sa place et de sa position. C'est une occasion pour moi, pour mon pays que j'aime, pour les capacités fortes économiques, sa richesse auquel je crois fortement de rejoindre c'est l'avenir, c'est l'opportunité. Je serais heureux que la France puisse en bénéficier et que chaque Français puisse bénéficier des retombées économiques. On a le sentiment finalement que l'avènement, la progression de cette organisation des BRICS, c'est un peu le miroir du déclin occidental. Est-ce que d'une certaine façon on ne peut pas déplorer qu'il y ait une forme d'idéalisation dans les gens
critique à l'égard de nos pays européens, de nos pays occidentaux, vis-à-vis des BRICS. Finalement, c'est pas la panacée non plus. Il y a aussi des limites. Vous expliquiez tout à l'heure que la Chine rachetait des obligations et de la dette américaine. Là encore, il y a aussi des actions, j'allais dire, de prédation, de soumission. Chacun tire son épingle du jeu. Il faut peut-être pas non plus idéaliser totalement ces nouveaux ensembles. Écoutez, je ne suis pas naïf. Je défends la France et mon pays, je défends l'intérêt des Français. Je pense que c'est une opportunité pour la France de pouvoir participer donc à ce développement, tout en négociant ses propres positions, tout en bénéficiant de contrats d'affaires, tout en bénéficiant de débouchés de matières premières, tout en bénéficiant de débouchés pour ces industriels. Je pense que c'est créateur d'emplois, que ça permettrait aussi d'ouvrir le débat à une dimension véritablement internationale qui parfois fait défaut dans notre pays. Je pense que la France a beaucoup d'atouts et qu'elle peut tout à fait tirer son épingle du jeu, comme elle l'a fait auparavant sur la scène internationale. Je pense que nous avons tout à fait les capacités et les moyens de le faire, tout à fait la dimension de le faire, et je voudrais que mon pays retrouve justement cette dimension. Alors, cette présence. Justement, parlons d'un territoire un peu éloigné de la métropole, mais qui est toujours notre pays, la Nouvelle-Calédonie. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, est en proie à des violences depuis plus d'une semaine. Il y a plusieurs morts à déplorer, dont 2 gendarmes. Emmanuel Macron s'est rendu sur le territoire mercredi pour un voyage éclair, un voyage très long, mais avec très peu de temps sur place. C'est un lieu où il s'était déjà rendu en juillet dernier, avec plein de promesses. Finalement, je vous propose de l'écouter, puis on verra que ça n'avait pas porté ses fruits. Il y a 5 ans, j'étais là pour essayer de bâtir une feuille de route. Les engagements ont été tenus. Depuis lors, les 3 référendums ont permis, conformément aux accords, à la population de s'exprimer. Et maintenant, c'est sur la base des travaux faits durant l'année qui vient de s'écouler par la Première ministre, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, une nouvelle page à la fois de projets institutionnels que je viens ouvrir. Et donc c'est à la fois une visite où je souhaite voir l'ensemble des parties prenantes, mais où je souhaite aussi poser les bases justement de ce cadre à venir, de ce projet à venir, du statut à venir pour la Nouvelle-Calédonie suite à ces 3 référendums. Bon, on l'a vu, hein, l'ambiance était beaucoup plus festive que pour le voyage de cette semaine. Néanmoins, on voit que le président français s'était livré à une forme de satisfecit sur la situation pour aboutir finalement à cette décision d'ouvrir le corps électoral qui semble quand même avoir mis le feu aux poudres, même si bien d'autres problèmes s'étaient emparés de la Nouvelle-Calédonie auparavant. Oui, mais il vient de le dire, il y a 5 ans j'étais là pour essayer... faire une feuille de route. Bon, 5 ans après, c'est strictement rien passé. On a laissé la situation pourrir parce qu'il n'y a pas véritablement de perspective politique et je dirais, de projection, de planification de l'action. Donc c'est la feuille de route. Elle a visiblement non seulement pas été élaborée, mais suivie si elle a été élaborée. Le président, je dirais, fait de la communication. A dit qu'il allait créer un comité. Vous vous souvenez ce que disait Clémenceau, hein, lorsque je veux enterrer un problème, je crée une commission. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il faut quand même dire que les manifestants, c'est une minorité. Le référendum de janvier 2021 a montré que 97% de la population ne voulait pas l'autonomie. C'est un référendum où les indépendantistes ne se sont pas rendus. Hein. Globalement, ils l'ont boycotté. Oui, mais alors s'ils ont boycotté, dans ces cas-là, ça veut dire qu'ils n'ont pas de moyens autres, qu'ils ne veulent pas s'exprimer autrement que par la violence, par la réaction, plutôt que de participer à un jeu républicain. Je pense que... un jeu républicain, le terme « jeu » ? Oui, parce que je pense que c'est un jeu républicain, puisque en faisant ça, en disant cela, je pense à cette... je dirais, ces délégations de responsabilités successives. La responsabilité de la Nouvelle-Calédonie, c'était le Premier ministre, puis le ministre des Affaires étrangères, puis les dom-toms, on ne sait plus qui fait quoi.
On ne sait plus qui est responsable de quoi, et surtout, la situation actuelle, il y a eu des morts que je déplore. Les indépendantistes ont le droit d'expression. Je souhaite qu'ils s'expriment autrement que par la violence. Ça montre que on les a pas non plus respectés, ni les Français, ni les Caldoches, qu'on n'a pas écouté leurs revendications, puisque on ne sait plus au niveau de l'État français qui est vraiment responsable de quoi, que la feuille de route dont parle le président de la République lorsqu'il a dit « j'étais là il y a 5 ans, j'ai fait une feuille de route », soit il n'y en a pas eu, soit elle n'a pas été comprise. En tout cas, il n'y a rien eu de fait. Et à mon avis, le travail de communication est extrêmement mauvais. Je pense que les habitants de Nouvelle-Calédonie se sentent, je dirais, ignorés, ne se sentent pas entendus, tous autant qu'ils sont, et que c'est une défaillance du système républicain, c'est une défaillance des collectivités locales, de la représentation et de l'autorité, et qu'il faut rétablir un dialogue autrement que par une visite éclair de 24 heures pour montrer qu'on y a été et qu'on a essayé de régler le problème. Quand on voit le panorama que nous avons dressé tout au fil de cette émission, la diplomatie française, diplomatie encore avec des guillemets aujourd'hui, puisqu'on peine à savoir si la France a encore de la diplomatie avec la Russie, avec la Chine, au sein de l'Union européenne, on ne sait pas exactement si elle pèse encore, vis-à-vis des États-Unis, elle n'a plus de voix propre, dans ses propres territoires, elle ne fait plus régner non pas seulement l'ordre, mais cette envie d'être aimé et d'être respecté que devrait insuffler une nation. Dans le contexte des élections européennes, comment regardez-vous la situation? Est-ce que vous êtes encore serein à l'égard de l'avenir de notre pays, des échéances à venir? Vous savez, je le suis. Je n'ai pas, comment dire, une grande perspective en ce qui concerne les élections européennes prochaines. Je pense qu'il y a beaucoup d'agitation. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de projets véritables, je dirais, de prise de responsabilité de l'État et des engagements qui sont pris vis-à-vis des Français. Je vous parlais de la nécessité absolue de remettre en place cette responsabilité intellectuelle, cette responsabilité civique de nos dirigeants, de nos politiques, et que nos élus doivent rendre compte de leurs actions. Il doit y avoir une interaction de nos élus avec le monde des entreprises, avec les petits artisans, avec les chômeurs, avec les retraités, pour qu'il puisse y avoir des mesures véritablement concrètes, effectives, et qu'il puisse y avoir un droit de réponse. Les élus doivent rendre compte, et notamment la technocratie européenne ne peut pas continuer à imposer des directives qui viennent de gens non élus, qui doivent être transposées dans le droit de chaque État membre, appliquées, sans qu'il y ait aucun contrôle. Le droit français n'existe plus. Je crois qu'il faudrait créer une crise institutionnelle. C'est-à-dire que les pays refusent de voter des directives, les Allemands le font déjà, qui sont contraires aux intérêts vitaux de la nation, et faire en sorte qu'il puisse y avoir un jeu de responsabilité. Les élus, je dirais, les commissaires européens n'ont rien à justifier. Et ça, je pense que c'est très grave. Et tout autant qu'ils sont, chacun à leur niveau de responsabilité, chacun à leur niveau d'engagement, nos élus en France doivent aussi avoir cette responsabilité et le devoir de rendre compte. Vous savez, j'étais, suite au décès de mon père, on a trié, on est en train de trier toute une série d'archives, d'objets personnels. Il y a une immense émotion qui ressort de ça, et je le dis pas parce que c'est mon grand-père, mais parce que c'est la France. Parce que vous touchez du doigt les actes essentiels, l'engagement, la foi, l'acte fondateur qui relie son chef et la nation, qui relie son chef et les Français, avec cet engagement formidable, avec cette foi en la France, avec cette foi en les Français. Et vous touchez des doigts ces symboles qui sont réels, qui ont forgé la France, qui ont forgé notre destin. C'est en ça que je crois. Je crois en ce renouveau, ce renouvellement, et je crois au retour de la confiance. Et c'est véritablement ce qu'il faut redonner. Et je m'efforce à travers ma fondation de redonner la confiance aux Français, de leur dire que j'aime la France, que j'aime les Français, que c'est un pays magnifique, avec des opportunités fantastiques, une richesse, un caractère, des réalisations, des engagements, qu'il faut redonner aux Français la joie d'entreprendre, la liberté d'entreprendre, quel que soit leur niveau de réalisation,
car ce sont eux qui font la France. C'est ce dialogue qu'il faut restaurer entre le peuple et les politiciens. Et tout ça, Pierre de Gaulle, ça peut se faire à l'intérieur de l'Europe ou à l'extérieur de l'Europe? Ça peut tout à fait se faire à l'intérieur de l'Europe, mais ça doit commencer par la nation. Pas au sein d'une technocratie qui nous échappe, d'une patrie virtuelle auquel je faisais référence. Et je voudrais remercier à travers vous tous les Français qui me soutiennent, parce que leurs messages sont parfois magnifiques, d'espérance, magnifiques, comment dire, de ferveur, beaucoup de regrets aussi que la France soit devenue ce qu'elle est. Vous savez, je voyage beaucoup, je rencontre des étrangers qui me disent « mais on est catastrophés, on aime votre pays, pourquoi la France est devenue ce qu'elle est devenue ?» Je parle d'Africains, je parle de Sud-Américains, je parle de Chinois, mais nous avons une histoire fantastique, nous avons la foi, l'ardeur dont parlait le général, et je crois qu'il faut rétablir ce dialogue avec les Français. Un dialogue véritable, un dialogue franc, un dialogue sincère, un dialogue de vérité, et qui soit impliqué et que la France retrouve la souveraineté morale, politique et financière qu'elle a perdue. Ça ne peut se faire qu'en rétablissant complètement cette interaction entre les politiques et les Français. C'est une chose qui se fait assez naturellement dans les pays anglo-saxons. C'est ce qu'on appelle le political impact, c'est-à-dire quel est l'impact des décisions qui sont prises, comment on le mesure et comment est-ce qu'on peut y remédier. Et ça ne peut se faire, à mon avis, qu'avec un dialogue direct avec les Français. Et non pas de dire... Comment peut-on réinstaurer ce dialogue direct? Je pense que il faut redonner une perspective, il faut redonner un engagement, et que chaque politique, que ce soit les mairies, que ce soit les conseillers généraux, les conseillers régionaux, que ce soit les préfets, puissent avoir cet engagement de dire je vais vers les Français, je leur parle, avec une véritable volonté politique au plus haut sommet de l'État, de faire en sorte que l'action soit efficace, qu'elle soit comprise, que ce ne soit pas que de la communication, que ce ne soit pas que des feuilles de route, que ce ne soit pas des errements au gré des sondages de l'époque. Ce n'est pas grave si on perd une élection.